Bonsoir, bonsoir. Comme je suis heureuse de vous retrouver, quelle joie de vous retrouver sur Bibouda. Je suis Laura Massis, coach, intervieweuse. C'est toujours une joie pour moi de faire ces webinaires en direct. Je vous espère en très, très, très jolie forme. Vous êtes près de 2000, vous êtes inscrits ce soir. Merci d'être là. Bonsoir tout le monde. Vous pouvez nous dire un petit bonsoir sur le chat, nous dire d'où vous venez, d'où vous êtes, qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Merci en tout cas de votre confiance, à chaque fois renouvelée. Merci infiniment d'être là. Alors ce soir, on va tenter d'apprendre, et je dis tenter d'apprendre à faire le vide, à mieux gérer notre stress, à mieux gérer nos tensions internes. On va vous donner des astuces, bien sûr, comme à chaque fois, des conseils, des techniques aussi, des outils pour créer du calme, pour créer de la quiétude et surtout de la paix interne. Notre invité est quelqu'un que vous connaissez bien ici sur Bibouda. Il s'agit de Rainer Krouti. Salut Rainer. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien et très content d'être avec vous ce soir. Ah, moi aussi, vraiment. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors ce soir, tu vas nous partager plein de petites pépites de quiétude, de sérénité. C'est vrai qu'on en a besoin en ce moment. Vu tout ce qui se passe à travers le monde, on a besoin de bulles de sérénité pour justement retrouver ce recentrage, ce centrage, cet alignement aussi et ce désir d'aller bien et d'aller vers le bien-être. Alors pour celles et ceux peut-être qui ne te connaissent pas encore, je rappelle que tu es l'un des premiers responsables de la méthode HeartMath en Europe. Alors déjà, dans le chat, dites-nous si vous connaissez ce mot-là, cette expression HeartMath. Petite question d'interaction avec vous, vous savez que j'adore ça. Et l'idée, c'est de vous faire partager, de vous donner la parole, la main. Vous allez pouvoir aussi poser bien sûr toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Alors, cohérence cardiaque, nous dit-on, la cohérence 3 fois par jour, oui, certaines personnes disent oui, certaines personnes disent non. Dites-nous ce que veut dire ce mot-là. Qu'est-ce que ce mot, HeartMath, c'est 2 mots d'ailleurs, signifie pour vous? Non? Il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas, donc ça va être super. On est là justement pour vous donner des indications, des informations, des renseignements sur cette technique. Cohérence cardiaque et HeartMath, la différence entre les deux, quelle est-elle? Alors, HeartMath, c'est l'institut qui a, dans les années 90, cherché en fait la physiologie du stress et des émotions. Et on va en parler plus tard. Ils ont trouvé qu'il y a un lien entre notre schéma dans notre rythme cardiaque et nos émotions. Et ils ont trouvé un état qui est, quand on est dans un état de bien-être ou qu'on le provoque activement, qu'ils ont appelé cohérence cardiaque. Et par la suite, ils ont trouvé différents moyens pour y accéder. Un moyen, c'est donc une gestion des émotions, et un autre moyen, c'est la respiration lente et régulière. Et donc, aujourd'hui, on entend souvent sous la cohérence cardiaque, effectivement, de faire un exercice de respiration pour pour créer un schéma de rythme dans son rythme cardiaque qui est régulier. Or, en fait, quand on regarde l'origine de HeartMath, on tourne beaucoup autour de la question, mais le cœur, pourquoi dans toutes les traditions, dans toutes les langues différentes, le cœur joue un rôle différent que d'autres organes? Et donc, la recherche était beaucoup autour du cœur. Et donc, pour moi, aujourd'hui, la cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration, mais ça va plus loin. C'est une technique de gestion des émotions et encore plus loin, si on veut, même une technique spirituelle qui permet à se connecter mieux à soi-même et à d'autres personnes. Oui, en fait, c'est ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est finalement un état d'être. C'est vraiment une compréhension de soi, une connexion avec son cœur et évidemment un état d'être. Alors, tu vas bien sûr définir tout au long de ce webinaire et nous expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette expression et comment surtout ça se pratique. J'aimerais juste un petit temps qu'on revienne sur toi et ta mission. Toi, tu es allé choisir ta mission, ou j'ai envie de dire, ta mission t'a choisi, parce que avant, tu étais dans le monde de l'entreprise, tu vivais de manière très accélérée, tu étais dans le milieu automobile, et tu as été dans une perte de sens complète, en fait, et tu as fait un virage, comme certains d'entre nous, un virage à 180 degrés. Et ce virage, c'est suite à un livre, et ce livre, c'est Guérir de David Servan-Schreiber, et c'est là que tu as décidé de changer de vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tout à fait. J'ai réalisé que
je m'épuisais et j'ai réalisé que j'aimais ce que je faisais, mais en même temps, je m'épuisais et je voyais pas pourquoi je m'épuisais tellement. Et donc, j'ai quitté le monde automobile et je me suis toujours intéressé à des thérapies ou à la médecine alternative. J'ai commencé une formation d'ostéopathie, de naturopathie et très vite, j'ai compris que le monde de l'automobile ou le monde de l'entreprise me manque. Et je me suis demandé comment je peux lier donc mon nouveau monde, celle de la médecine alternative, avec le monde entreprise et d'une façon tellement intelligente, c'est-à-dire ne pas se dire toute la journée j'ai plein de stress et le soir je fais quelque chose pour m'équilibrer. Ce qui est important, hein, faire des techniques de relaxation, faire du sport, faire du yoga le soir pour équilibrer, c'est très important. Ce qui m'a toujours manqué, c'est avoir une technique ou des méthodes pendant la journée quand il y a un moment de stress. Quand j'ai une décision à prendre et je suis sous stress, alors je perds une partie de mes capacités. Et là, avec David Servan-Schreiber, donc je suis comme le hasard qui n'existe pas. Je suis tombé sur ce livre dans un moment. Je dis, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus dans le monde entreprise? Et là, David, il parle du fait que notre cerveau émotionnel est beaucoup plus proche de notre corps que notre raison. Donc, c'est beaucoup plus simple et efficace de gérer nos émotions et notre stress, c'est gestion d'émotions par notre corps. J'ai compris pourquoi, parce que j'ai toujours essayé de me penser calme, me penser positif, me penser optimiste, mais je n'ai pas réussi, ça n'a pas changé mon stress. Et donc, avec David Servan-Schreiber, j'ai compris, il faut le corps et surtout, il faut le cœur, parce que le cœur, c'est le centre de nos émotions. Oui, alors on va évidemment revenir dans tout ça, parler de tout ça, aller au centre de notre cœur ce soir. Toi, t'es tombé, est-ce que je peux dire ça, t'es tombé en amour finalement pour cette technique, pour cette méthode, grâce à David Servan-Schreiber? Absolument. Donc, quand j'ai lu ce que David Servan-Schreiber a expliqué, parce qu'il introduit cette méthode en disant, pour lui, c'est la méthode la plus profonde, fondamentale pour améliorer son intelligence émotionnelle. Et je me suis dit, exactement, j'ai l'impression, je manque d'intelligence émotionnelle. Donc, ce qui se passe, il y a des moments où je suis stressé, j'ai peur, je suis plein d'angoisse, mais en quelque sorte, je peux rien faire. Je sais pas quoi faire. Donc, j'ai l'impression, je manque donc de cette intelligence. Et donc, il dit, on peut améliorer son intelligence émotionnelle et on peut mesurer ses états émotionnels, sa physiologie et montrer sur l'écran ce qui se passe quand on est stressé, mais aussi quand on fait des techniques très simples. Alors là, c'était exactement, pour moi, c'était une révélation. Ouais, et donc, voilà, j'ai dit, où est-ce que je peux apprendre ça? Et en Allemagne, il n'y avait aucun moyen de l'apprendre. Donc, j'ai fait un détour par la France. À l'époque, il y avait un Hartmut France. Et finalement, au bout d'un certain temps, on a réussi, nos camarades aux États-Unis, de dire, il faut aussi un Hartmut pour les pays germanophones. Et depuis, il y a un vacuum en France. Et donc maintenant, parce que je parle le français, je suis content de remplir ce vacuum de Hartmut en France. Tu parlais de manque d'intelligence émotionnelle. C'est quoi un manque d'intelligence émotionnelle pour toi? Et comment ça se manifeste chez l'autre? Oui, tout à fait. Donc, quand on regarde Daniel Goleman, qui a écrit sur l'intelligence émotionnelle, sur les quotients émotionnels, il dit la première partie de l'intelligence émotionnelle, c'est prendre conscience de son vécu émotionnel. Et moi, j'ai réalisé que j'étais stressé, mais je voyais pas trop toutes les implications. Et il dit, le deuxième aspect, c'est choisir son vécu émotionnel. Donc, activement décider, est-ce que je veux rester dans l'anxiété, dans le stress, ou est-ce que je veux changer mon émotion, mon état émotionnel pour vivre autre chose? Et c'est exactement ça. Donc, la capacité de réguler son vécu émotionnel, c'est ça qui m'a complètement manqué. Et c'est pour ça, effectivement, cette méthode m'a trouvé. C'est pas moi qui l'ai trouvée. Ah, c'est joli, c'est joli. Et depuis, elle fait partie de ta vie. Et depuis, tu t'es marié avec cette méthode. Absolument. Alors, tu vas nous expliquer justement cette méthode. L'ADN, si j'ai bien saisi tout ça lors de la préparation qu'on a eue ensemble, c'est vraiment donc la connexion au cœur. On a compris que le cœur, c'était l'élément central. C'est la gestion des émotions. Effectivement, tu viens d'en parler. Et enfin, le bénéfice, je dirais que c'est la régénération. Est-ce que tu es OK avec cette définition à trois paliers, trois strates? Tout à fait, tout à fait. C'est par la gestion des émotions, on arrive donc aussi à améliorer sa régénération parce qu'en fait, pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont épuisés? Il y a d'un côté ce stress chronique où ils savent pas à s'en sortir parce que le monde, il nous apporte encore plus depuis 2 ans, tellement de raisons pour être inquiets. Donc ça se rajoute.
Et si j'arrive pas à sortir de cette spirale d'anxiété, de stress, je suis épuisé et je suis toujours sur l'accélérateur. Je suis toujours en accélérateur, en mode accélérateur. Donc, ce qui manque, c'est le frein. On épuise le frein si on n'est pas, si on est seulement sur l'accélérateur. Donc, c'est en fait, on dit use it or lose it. Donc, utilise-le ou tu vas le perdre. Et ce qu'on perd si on est sur l'accélérateur tout le temps, c'est notre capacité de freiner. Et je connais beaucoup de gens, et peut-être aussi une question aux spectateurs. Est-ce que vous connaissez des gens où vous avez vous-même vécu des moments où vous dites, le soir, je n'arrive plus à me calmer. Ou le week-end, j'arrive plus à me calmer. Même si je m'assois, ça continue à tourner. Est-ce que vous connaissez cette expérience de vous-même ou de personnes dans votre entourage? Est-ce que vous êtes toujours dans votre roue et vous n'arrivez pas finalement à mettre le pied sur le frein, comme l'a très bien expliqué Rainer? N'hésitez pas à nous mettre vos témoignages, vos commentaires dans le chat, comme ça nous permet aussi de rebondir par rapport à tout le temps, dit Hakim, effectivement. Je confirme, dit Virginie. Bah oui, bien sûr, et j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez aussi envie d'avoir des petites pépites, des clés pour essayer de voir justement comment est-ce qu'on va ralentir, comment est-ce qu'on va freiner et comment arrêter finalement ce mécanisme automatique pour le moment et automatique en tout cas d'accélération. Un petit mot peut-être sur l'énergie. Et là, j'aimerais bien aussi avoir votre point de vue dans le chat. Dites-nous à combien d'énergie vous êtes ce soir. Est-ce que tu es d'accord sur une échelle de 0 à 100? On pourrait dire ça, Rainer? De 0 à 100, à combien d'énergie vous arrivez à vous calibrer? Le curseur de 0 à 100, est-ce que vous êtes plutôt très basse énergie? À 0, 5, 10, il n'y a aucun jugement de notre part, c'est vraiment essayer de faire un constat. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre énergie? Est-ce que vous avez une énergie très basse, moyenne, assez haute ou alors extrêmement élevée? Dites-nous, qu'on regarde un petit peu aussi à qui on a affaire, parce qu'on a, je vous ai dit, près de 2000 inscrits, donc essayons de voir comme ça, Rainer va pouvoir aussi nous disséquer avec son acuité. 70, 75, 50, 50, 70 à peu près. Bon, on n'a pas là la machine pour faire la moyenne, c'est dommage. Sauf si Karina, qui est en coulisses, sait faire ça, mais moi là, je peux pas le faire d'ici en tout cas. 80, 50% à peu près. Oui, bon, non, 90, Rachel. Eh ben, ouais. Bravo et bravo d'être là. Parce que ça veut dire qu'on est tout le temps en croissance et tout le temps en évolution. Et ça, moi, j'admire ça vraiment. Françoise, 80% en énergie. Rainer, est-ce que tu veux commenter ces chiffres? Voilà. Donc, moi, en fait, c'est un sondage que je fais aussi dans mes séminaires et ce qui est très intéressant et ce qu'on voit un petit peu ici, que si on regarde la moyenne, c'est 3/4. Il y a des personnes qui ont moins que 3/4, moins que 75%. Il y a des personnes qui ont plus, mais la moyenne se retrouve à 3/4, 75%. Et quand je fais un séminaire, ce qui m'étonne, et quand je peux voir aussi les yeux, des visages des personnes, c'est normal. Donc, il n'y a pas d'un étonnement, c'est normal. Bien sûr, on ne peut pas toujours être au top à 100%. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un 3/4 s'est installé et on trouve ça normal. Si votre voiture ne tourne que sur 4 des 4 cylindres, vous faites quoi? Vous dites, bon, c'est normal, hein, c'est une voiture, ça s'use, donc ça tourne que sur 3 des 4 cylindres. Je pense pas. Ce qu'on fait, on va tout de suite au garage, le garagiste, alors il regarde, il check le système et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver les 4 sur 4 cylindres. Et donc, c'est tout le travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de prendre conscience. La perte d'énergie, ça vient très souvent de nos émotions, du vécu émotionnel. Donc, de regarder un petit peu plus près. Ça veut dire qu'on s'arrête dans notre journée, on s'observe et on regarde à combien est notre énergie. C'est pas mal d'ailleurs ce curseur de 0 à 100. Posez-vous peut-être cette question. C'est un bon outil pour commencer, pour démarrer, parce qu'on sait que de toute façon le changement vient par l'observation. Donc peut-être se dire que effectivement de 0 à 100, bah là je suis à 40, là je suis à 50, là je suis à 60. Et qu'est-ce qui vient me faire baisser aussi? Peut-être le stress, un stress ambiant. Exact. Sur la tension, sur justement le stress, j'aimerais que tu reviennes sur les sources cachées du stress, ce que toi tu appelles les micro-stress. Qu'est-ce que tu entends par là? Très souvent, je reparle de mon expérience quand j'étais dans le monde automobile. J'avais
des grandes sources de stress. On avait un résultat à livrer et donc pour moi, c'était une grande source de stress. Et je pensais, si ça c'est parti, j'ai plus de stress. Or, si on regarde très près, on a ce qu'on appelle le micro-stress. C'est des petits moments dans le quotidien où on s'énerve. Je m'énerve quand, par exemple, il y a quelqu'un qui roule devant moi et qui roule pas assez vite. Quand je dois attendre à faire la queue et ça avance pas assez vite, je m'énerve. J'arrive à l'imprimante, il a plus de papier, je m'énerve. Donc des petits moments où j'ai un petit énervement, un petit moment où j'ai râle, peut-être intérieurement, peut-être j'ai dit même quelque chose, ou des petits moments d'impatience, ou des petits moments de souci. J'entends quelque chose et donc ça provoque un souci et donc je commence à peut-être dramatiser un petit peu. Et il y a plein de ces moments-là. Chaque moment percé n'est pas du tout grave, mais ça se cumule, ça se cumule, ça se cumule. Et donc, ce qui est intéressant, donc pour chacun, donc aussi une invitation de commencer à observer quelles sont vos sources de micro-stress. Quels sont les petits moments dans le quotidien où on s'énerve, où on est impatient. Et c'est un petit peu, imaginez, il y a quelques mois, j'avais dans la voiture, tout d'un coup, ma voiture signalait qu'un pneu perd un peu d'air. Donc, je regonflais pour observer et 4, 5 jours après, ça recommençait encore à montrer, ça a perdu, mais juste un petit peu. Après, bon, je suis aussi allé au garage et en fait, ils ont réalisé il y avait une vis qui était dans le pneu. Et cette vis a pratiquement bouché le trou qu'elle a fait, mais il y avait un tout petit trou. Et donc, au fur et à mesure, sans réaliser, ça se perdait. Et donc, c'est comme ça avec le microstress. On se rend pas compte dans le moment même que c'est une perte d'énergie, mais cumulé, c'est souvent ça qui fait perdre l'énergie et qu'on n'a pas forcément dans le focus qu'il faut changer quelque chose. Donc, tous les moments où, je dirais, où vous n'acceptez pas ce qui est et on se heurte à ce qui est, on est dans une résistance. C'est de l'accumulation, on a bien compris, hein, ce qui vient en fait, et ça devient vraiment perturbant pour soi, pour son corps, pour son énergie, à partir du moment où il y a une accumulation. La colère, tu la mets aussi là-dedans, dans les micro-stress? Ça reste micro pour moi si c'est un petit moment de colère. Mais si je suis en gros... Quand tu dis micro, ça veut dire quoi à peu près? Qu'on soit très clair sur 5-10 minutes? C'est quoi? C'est 1 minute? Maximum souvent. Mais quand j'arrive à mon imprimante et quelqu'un a imprimé... Ouais, c'est quand on dit oh ça m'agace, oh j'en ai marre, oh on laisse tomber le stylo, ok. Ça nous arrive. C'est 60 secondes. Néanmoins, une fois pendant la journée, ça serait pas du tout grave. Mais combien de fois ça arrive? Et au bout du compte, ça fait 15-20 minutes où je suis dans une forte réaction si j'additionne. Et c'est ça qui fait quelque chose, on ne se rend pas compte. Et c'est encore une fois, c'est comme la vis dans le pneu, c'est tout petit, mais on continue. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. On va prendre les questions, bien évidemment. Je les prendrai d'ici une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas, hein, mettez-moi un petit hashtag question si vous voulez bien. Comme ça, moi, j'arrive facilement. Ou alors, vous allez dans l'onglet, vous savez, il y a chat et il y a aussi l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez ça c'est plus pratique. En tout cas, merci. Qu'appelez-vous énergie? Oui. Bon, peut-être qu'on peut le définir, effectivement, l'énergie, parce qu'il y a 2 questions dessus. Et après, on reviendra... je pense que ça peut-être aiguiser effectivement la définition. Qu'est-ce que tu entends, toi, par l'énergie? Parce que Oui, ouais, tout à fait. Donc, ce que j'entends sous énergie, c'est, je pense, chacun de nous connaît des moments dans la vie où on a l'impression, je peux vraiment bouger une montagne. J'ai vraiment toute mon énergie, je peux tout faire ce que je veux. Ça arrive rare, mais ça arrive. Et pour moi, c'est les moments que je définis comme 100%. Ou même. Et combien tu en as dans la journée? Pardon? Combien tu en as dans la journée, toi? Des moments à 100% d'énergie. C'est pas forcément, je dirais pas c'est plusieurs moments dans la journée, c'est plutôt il y a des journées où j'ai plus d'énergie et il y a des journées où j'en ai moins. Et c'est la question, c'est plutôt si je regarde les dernières semaines dans l'ensemble. Donc c'est plutôt un ressenti, hein, c'est pas l'énergie comme on peut donc l'énergie en thérapie, c'est plutôt comment je sens et ça c'est un mélange de physique, d'émotionnel,
de motivation et de l'humeur aussi, parce que l'humeur, ça fait partie aussi de mon énergie. Donc, c'est comme ça, je définirais ça très, très largement, sans aller dans une définition très précise. Ouais, je crois qu'on a bien compris ce qu'étaient les micro-stress. Ce que vous dit Rainer, hein, on synthétise, c'est vraiment essayer dans votre journée d'aller observer ces micro-stress, essayer de voir combien vous en avez aussi dans votre journée et de se réguler par rapport à ça, parce que c'est l'accumulation qui fait que ça arrive et ça peut emmener à un stress finalement plus chronique. Hein. J'aimerais qu'on parle des domaines de résilience. C'est important. La résilience, on le sait, ça s'apprend. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition déjà de la résilience et qu'est-ce que tu entends, toi, par ce mot-là et qu'est-ce que tu mets dedans surtout? Donc, la résilience, souvent, on a introduit ça comme quelque chose, soit tu as la résilience, soit tu l'as pas. Et ce qu'on découvre de plus en plus, la résilience, c'est une capacité. Et il y a les 4 domaines de résilience dans lesquels je gagne en résilience et dans lesquels aussi je peux perdre en résilience. Donc, il y a la partie physique, donc ce qui concerne mon corps. Donc, est-ce que j'ai une certaine force? Aussi déjà pour gérer mon quotidien, monter des marches, et est-ce que j'ai une certaine endurance? Ça ne veut pas forcément dire il faut que je sois un sportif de haut niveau, mais est-ce que je suis épuisé quand je prends quelques marches ou est-ce que je peux bien gérer mon quotidien sans m'épuiser? Il y a la partie mentale, donc est-ce que j'ai une flexibilité mentale? Quel est mon niveau d'attention? Ça, c'est quelque chose de très important. Par exemple, on voit dans les études que le niveau d'attention, il baisse de plus en plus. Et les smartphones qui sont vraiment quelque chose de très utile d'un côté, ça fait aussi de changer tout le temps. C'est aussi, ça baisse notre niveau d'attention. Donc ça, c'est la partie mentale. Il y a la partie spirituelle aussi. Est-ce que j'ai des valeurs? Et certainement, tout le monde a des valeurs, mais est-ce que j'ai conscience de mes valeurs? Quelles sont mes valeurs? Quelle est ma tolérance vis-à-vis d'autres, vis-à-vis aussi de moi-même? Quel est mon taux de tolérance? Et il y a donc la partie des émotions. On en a déjà un petit peu parlé. Donc, est-ce que j'ai une flexibilité émotionnelle? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, flexibilité émotionnelle? Est-ce que je peux m'adapter émotionnellement à des situations qui changent? Et est-ce que je suis capable, donc, d'avoir cette autorégulation? Ce qui est important, ces domaines de résilience, ils sont interconnectés. Ouais. Prenons l'exemple, ici, pendant quelques nuits, je dors très mal. Physiquement, je suis fatigué. Ce que ça fait avec le mental, si je dors mal? Tu connais peut-être ça? On le connaît tous. Et oui, on est plus nerveux, on est moins concentré, on s'énerve plus facilement. Plus facilement, voilà. Donc, ça, dans le mental, c'est plus difficile aussi à se concentrer et émotionnellement, on est plus énervé. Donc, on peut travailler sur les 4 domaines. Et surtout, comme c'est interconnecté. Est-ce que tu peux mettre peut-être un tout petit peu plus fort ton micro? Oui. Si c'est possible, oui, parce qu'il y a des petites fluctuations. Tu as parlé, bien sûr, on a compris à travers ces domaines de résilience, à travers physique, mental, spiritualité, émotionnelle, qu'on perd ou alors on gagne de l'énergie. On perd ou alors on gagne de l'énergie à travers ça. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus s'intéresser au domaine des émotions, parce que ça fait partie quand même, on l'a dit, de l'ADN de cette méthode-là. Et c'est vrai que les émotions, tout le domaine émotionnel, c'est parfois le levier qu'on utilise le moins. En tout cas, on va s'y intéresser, nous, ce soir. Rappelle-nous, toi, une émotion, ce que toi, tu appelles une émotion, réaction physique, qu'est-ce que c'est pour toi? Tout à fait. Alors, si on parle d'émotion, il y a des différentes définitions d'émotion. Prenons l'anxiété ou la peur. Qu'est-ce qui se passe si j'ai peur? C'est mon corps qui réagit. Mon corps qui réagit par un battement de cœur plus vite, j'ai une respiration plus rapide, je commence à être tendu intérieurement, j'ai les mains qui sont humides, j'ai le front qui est humide, j'ai la bouche qui est sèche. Donc, le corps réagit. Donc, Antonio Damasio, un neuroscientifique, qui nous dit une émotion, c'est un état physique spécifique. Et ça se passe donc dans le corps et c'est visible pour les autres personnes parce que mon visage change quand j'ai peur, donc quelqu'un d'autre peut le voir. Et Damasio dit dont je prends conscience après, c'est le sentiment. Donc, le sentiment, c'est la prise de conscience de ce qui se passe dans le corps. Donc, quand j'ai peur d'un animal sauvage, ce que je sens, c'est pas l'animal sauvage.
Ce que je sens, le sentiment, c'est ce qui se passe dans mon corps. Et c'est très désagréable. Pour que je réagisse, pour que je reste pas là, pour que je fasse quelque chose. Donc, c'est très important de comprendre cette distinction. C'est le corps qui réagit. Sursauter, pour moi, c'est un exemple très clair qui montre, c'est le corps qui réagit et après, je réalise ce qui s'est passé. Donc, et si le corps réagit, et ça, ce que David Servan-Schreiber dit si bien, si le corps réagit, c'est le cerveau qui suit. Et donc, le cerveau suit, donc, et un cerveau agité a du mal à se calmer tout seul. Il faut d'abord que je calme le corps pour après que le cerveau redevient calme. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cœur? Voilà. Dans notre cœur n'est pas un métronome. Longtemps, on a pensé que notre cœur bat très régulier. J'ai parlé encore avec une infirmière qui a fait sa formation dans les années 80 et elle m'a confirmé, elle a appris quand on prenait le pouls, si le pouls était régulier, c'était un bon signe. Aujourd'hui, on sait qu'un rythme cardiaque très régulier est plutôt un mauvais signe. Et les Chinois écrivaient déjà il y a 1700 ans dans leur livre de médecine, si le cœur bat aussi régulier que les gouttes de pluie sur le toit, le patient est mort dans 4 jours. Ce qu'on sait aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque. Donc notre cœur est tout le temps en train d'accélérer et décélérer. Jour et nuit, même si je suis dans une phase de sommeil profond, mon cœur est en train d'accélérer et décélérer. Ce qu'on peut voir ici sur le graphe à droite, donc la courbe bleue, on voit le cœur accélère, puis il décélère et il accélère. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est un signe de santé et d'une capacité d'adaptation. On sait aussi, non seulement les personnes qui n'ont pas de variabilité ont un risque aigu pour une crise cardiaque, pour un AVC, pour plein de maladies chroniques, mais on sait aussi quand je n'ai plus de variabilité, je n'ai plus non plus de flexibilité émotionnelle. Donc, il faut aussi, donc c'est ça qui devient très intéressant. C'est pas que la tête qui gère le corps, il y a une communication qui se passe sans cesse. Et donc, c'est quand j'ai une bonne variabilité, je suis plus en santé, j'ai une meilleure flexibilité émotionnelle et même les capacités exécutives, donc ce qui est en fait la capacité de bien réfléchir, de prendre les bonnes décisions. Pour ça aussi, il faut une bonne variabilité. Donc ça, c'est une chose. On sait, il y a cette variabilité. Pour revenir à la recherche de Dartmouth, au début, ils se sont dit, il faut qu'on trouve le pont entre le savoir que le cœur est dans toutes les traditions un organe particulier et la science moderne. Ils ont d'abord pensé, OK, les émotions sont traduites par une fréquence cardiaque élevée. Alors, quand je suis énervé, j'ai une fréquence cardiaque élevée. Clair. Mais quand je suis amoureux, aussi. Donc, c'est deux états différents, complètement différents, mais donc, je ne peux pas prendre la fréquence cardiaque. Donc, après, ils se sont penchés sur la question, est-ce que peut-être la variabilité du rythme cardiaque nous parlera? Et là, on peut voir deux courbes d'une même personne. Et quand on regarde ces deux courbes, la rouge et la bleue, on peut regarder les deux courbes, ils partent en bas à 60, ils montent jusqu'à 90. Donc, c'est la fréquence cardiaque. Ça varie entre 60 et 90. Et si on prenait une règle pour mettre la moyenne dans une courbe, on peut voir le milieu de chaque courbe, c'est autour de 75. Okay. 70, 75. Donc, si on prend le pouls, on va dire 2 fois 70 ou 75, mais ce qui se passe pendant 7 minutes, c'est complètement différemment. Et c'est ça, en fait, l'étude de Hartmouth qu'ils ont publié dans l'American Journal of Cardiology, donc le journal des cardiologues américains, que nos émotions sont reflétées dans le rythme du cœur, dans le schéma du rythme du cœur. Et quand je suis en incohérence, c'est comme un combat dans mon système nerveux autonome, donc mon système d'opération intérieur.
c'est les deux branches sympathiques, parasympathiques, pour ceux qui se rappellent de la biologie. C'est des deux systèmes qui se battent. Donc, il y a vraiment un combat à l'intérieur et qui fait aussi que quand je suis frustré, quand je suis énervé, c'est très désagréable comme sentiment parce qu'il y a ce combat intérieur. Or, si j'entre dans un état émotionnel agréable ou si j'utilise des techniques comme on va le faire tout à l'heure, j'entre dans un état qui dit cohérence. Et ça, dans cet état-là, non seulement je me sens mieux, mais on dit c'est l'état de haute performance psychologique et aussi physiologique. Dans notre société actuelle en ce moment, on peut dire on est plus en automatique dans l'incohérence. Absolument. L'incohérence est devenue presque la norme finalement. Donc, c'est pas une erreur de dire ça, à part évidemment pour des personnes qui sont très élevées spirituellement et qui font ce travail depuis un long moment et qui ont cette conscience-là. Mais aujourd'hui, la tension, le stress, la vie quotidienne, tout ça finalement, c'est toute cette actualité aussi qui est là depuis 2 ans et tout ce qui vient se greffer aujourd'hui encore. Voilà, donc on est dans cette incohérence. Donc toute l'idée en fait de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner le maximum d'outils, en tout cas quelques outils et quelques explications. Merci beaucoup parce que c'était très clair sur l'explication. Et aussi, ce que je souhaiterais maintenant, c'est qu'on aille vers des exercices, qu'on aille pour ressentir, pour expérimenter, parce qu'on sait que c'est l'expérimentation de toute façon à un moment donné qui va nous donner la conscience des choses. Est-ce que tu voulais juste rajouter quelque chose dans l'explication avant qu'on passe au premier exercice, Rainer? J'aimerais bien dire que des schémas de réaction émotionnelle. Donc, est-ce que j'ai une réaction plutôt incohérente, aussi une réaction physique, on entend bien, ou une réaction cohérente? C'est souvent des schémas qu'on a acquis très tôt. Ma grand-mère qui habitait chez nous dans la maison, elle me disait tous les matins quand j'allais à l'école, Rainer, immer aufpassen. Donc, ça veut dire Rainer, fait toujours attention. Donc, ça partait d'une très bonne attention de sa part. Mais qu'est-ce que ça fait chez moi? Moi, j'ai appris, le monde est dangereux. C'est un lieu sans sécurité. Il faut que je fasse toujours attention. Donc, c'est un schéma de réaction émotionnelle appris. Et on a tous des schémas de réaction émotionnelle. Comme tu disais, c'est des automatismes. Et aujourd'hui, ce qui se rajoute, c'est ce qui se passe dans le monde de l'extérieur. Ça vient encore se rajouter. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre conscience. Je suis encore une fois en train de réagir avec incohérence et prendre un moment, dire, et maintenant, je vais en sortir. Ouais. Je peux activement m'en sortir. Et ça, j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble. On va le faire tout de suite. Juste, tu dirais quoi à la place de ta grand-mère? Qu'est-ce que tu dirais à toi, enfant, en fait? Si tu étais ta grand-mère, tu lui dirais quoi tous les matins avant d'aller à l'école? Ah, c'est une bonne question, ça. Faut que je réfléchisse à la question. Tu nous dis à la fin du webinaire ou dans le chat. Mais je pense que ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'on a tous tendance, en tant que parents en tout cas, à surprotéger un peu nos enfants. On a dit fais attention, voilà, comme si le monde était effectivement mauvais, comme si le monde était hostile. Et c'est pas leur donner une foi en la vie, une confiance en la vie. Et donc peut-être qu'on pourrait aider les personnes qui nous écoutent à avoir la bonne phrase pour peut-être provoquer un petit déclic, qui sait. Si vous avez d'ailleurs des suggestions dans le chat à nous donner, ça peut peut-être être un joli outil aussi, pour repartir ce soir avec quelque chose. On y va sur le premier exercice. Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi? Une vraie question de coach. Merci, Hakim. Bah oui, ça fait partie de mon métier. Je vous propose qu'on commence sur le premier exercice. C'est un très joli exercice. C'est justement si vous êtes stressé dans votre journée, qu'est-ce qui va se passer aussi au niveau du soir? Et tu parles de respiration cardio-centrée. Est-ce que tu peux nous faire une petite explication, le protocole, et puis après, je vous propose qu'on le fasse tous ensemble. Parfait. Donc, cette technique de la respiration cardio-centrée, en fait, ce qui indique déjà le nom. Et dans la respiration cardio-centrée, l'idée, c'est de retrouver un équilibre dans notre système nerveux autonome. La respiration cardio-centrée, en fait, elle a 2 étapes. La première étape, c'est explicitement quitter la tête et se concentrer sur la région du cœur. Et ce qui peut aider, donc j'explique d'abord et après on va le faire ensemble, ce qui peut aider, quand on fait ça la première fois, de mettre bien la main dans cette région. Et peut-être pour rappeler le cœur, souvent on dit le cœur bas du côté gauche, mais il est assez centré derrière le sternum, voilà, comme tu le fais très bien. Et le deuxième, c'est
et ça c'est une question d'imagination pour encore mieux ancrer son attention, c'est imaginer que pendant la respiration, l'air entre et sorte, et ce avec fluidité de la région du cœur. Donc Donc, l'air rentre ici et sort ici, pas par le nez ni par la bouche, mais en tout cas au niveau du cœur. en fait, c'est imaginer, tout à fait. Donc, Bien sûr. bien sûr, on continue avec le nez ou avec la bouche. Et ceux qui utilisent aussi la respiration avec l'abdomen, continuent à utiliser. Moi, mon imagination, ça entre ici et ça va jusqu'à dans mon ventre quand j'inspire. Et quand j'expire, c'est ce mouvement-là. Et Ok. encore une fois, c'est l'imagination. Ça aide à encore mieux ancrer l'attention ici. Eh ben on est parti. OK? Ben, si vous êtes parti, vous faites avec nous. On est là pour expérimenter, donc on y va. On teste. Donc, focalise bien ton attention dans la région du cœur et prends le temps d'arriver avec ton attention dans cette région. Si tu veux, tu peux ralentir un petit peu ta respiration, surtout l'expiration, mais sans te forcer. Et puis, imagine que ton souffle entre et sorte avec fluidité de la région du cœur. Reste bien connecté avec cette région du cœur et continue à imaginer que tu inspires et expires à la région du cœur. Et encore pendant quelques respirations. Ok, merci. Oh, ça fait du bien, hein. Tu sais, on sent là cet espace en fait qui s'ouvre. Je ne sais pas vous, vous pouvez aussi nous donner nous faire part de vos commentaires, de ce que vous avez ressenti pendant cet exercice. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Hein, il y a un espace qui s'ouvre. C'est un très bel exemple, ça, de respiration à faire au quotidien, hein. Oui, tout à fait. Bon, on va peut-être attendre les retours. Ouais. Non, mais ils sont restés dans la respiration. On vous a perdu. Effectivement, quand on fait ça une première fois ou les premières fois, c'est bien aussi de poser sa main et fermer les yeux pour bien se concentrer. Avec un petit peu d'entraînement, on peut le faire avec les yeux ouverts, on peut le faire même au contact avec d'autres personnes. Et donc ça, c'est une technique à appliquer quand je sens en moi que ça monte, que ça devient désagréable et je peux me calmer moi-même et intérieurement. Donc, j'ai une influence sur ma réaction physiologique face à ce qui se passe. Christophe, restez avec nous. Il s'endort, Christophe. Mais oui, évidemment que ça fait bailler. Apaisement, j'ai baillé. Sérénité, très apaisant. Et de l'espace, voilà, Nad, du silence. Et bienvenue au calme, on se recentre. Ouais, on doit expirer avec la bouche ou le nez, nous demande Hakim. C'est agréable. Là, il y a plein de techniques de respiration différentes. Nous, on est fait comme ça, comme tu le sens dans le moment, sans trop faire attention à ça. L'idée, c'est vraiment de se concentrer ici. Ça, c'est ça ce qui est important. En fait, on fait rentrer le calme à l'intérieur de son cœur. Tout à fait. Et donc, c'est une présence finalement alerte. Hein, c'est une présence pas traversée. Tout à fait. Il y a des situations où j'ai justement besoin de faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il faut que je fasse attention. Quand j'ai une décision importante à prendre, c'est important d'avoir cette présence alertée.
Donc, mais il faut trouver la réaction adaptée, Hmm. surréagir. Et donc, la respiration cardiocentrée nous permet à enlever le trop. Et quand j'entre dans un processus où je veux mieux me connaître, mieux comprendre mes réactions émotionnelles, des fois, c'est très fort, une réaction émotionnelle. Si je veux l'observer, c'est trop fort. Je peux pas. Si je veux pouvoir l'observer, il faut que j'enlève le trop pour pouvoir rester dans cette présence alertée, non seulement vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi pour comprendre dans ma vie ce qui se passe. J'ai adoré personnellement cet exercice. Et pourtant, j'en fais beaucoup des exercices. Et je peux vous dire que celui-là, moi, il m'a vraiment fait un bien fou parce que c'est l'histoire du cœur, en fait, la connexion et l'espace d'aller se reconnecter à son cœur. Merci pour ça. On part sur le deuxième exercice, t'es d'accord? Oui. Une belle trousse de premier secours. Notre respiration et notre rythme cardiaque sont très liés. Et notre système nerveux autonome est aussi très lié à notre respiration. Et juste pour une petite explication, on a l'accélérateur et on a le frein. Sympathique, accélérateur, frein intérieur. C'est le parasympathique, c'est le frein intérieur. Quand on est en angoisse, quand on a peur, quand on est en colère, donc il y a l'accélérateur qui part. C'est comme le TGV qui part. À ce moment-là, souvent, c'est trop demandé de faire cet exercice de se concentrer sur le cœur. Là, il faut accéder à la pure respiration. Et comme l'expiration active le frein intérieur, il faut mettre l'accent sur l'expiration. Donc, pour faire simple, il faut expirer 2 fois plus longtemps que d'inspirer. Moi, je compte sur 8. Pas forcément 8 secondes, ça peut être trop long, mais vraiment compter sur 8 à l'expiration. À la limite, à la fin de l'expiration, si on peut, d'arrêter un petit peu la respiration à la fin de l'expiration, puis inspirer sur 4 et encore une fois expirer. Donc, encore une fois, on calme le corps d'abord et le cœur. Et surtout quand on a tendance d'être très vite stressé ou de partir presque en panique ou de dramatiser dans son cerveau, on entend quelque chose et on est là, expirer. Grand-mère disait toujours, mais respire profondément. Mais souvent, on pense à inspirer. Donc, il faut changer ça pour expirer. C'est dans l'expiration qu'on freine. Pour répondre à Maud qui nous demandait si ça marchait sur des attaques de panique fortes, je pense que c'est plutôt ce deuxième exercice à faire, hein, si tu me confirmes ça, qu'on va faire tout de suite, hein, sur cet exercice de respiration finalement accentué. Voilà. Eh ben on y va. Manœuvre vagale aussi, t'appelles ça comme ça? Oui, on peut appeler ça manœuvre vagale. Il y a dans la médecine, il y a aussi un autre qu'on appelle aussi manœuvre vagale. L'idée, c'est vraiment d'activer le nerf vague. Donc, c'est le nerf qui informe, qui connecte le cerveau avec le corps et qui transporte en fait le frein. C'est notre frein intérieur. Et ce manœuvre active donc à fond là le parasympathique, le nerf vague. On est parti. Voilà, donc je compte et on expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peut-être on peut arrêter à la fin, peut-être pas. Donc inspirez. 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez continuer un petit peu, vraiment d'expirer longtemps à la fin de l'expiration, d'arrêter, inspirer rapidement, peut-être compter dans votre tête, trouver un rythme qui vous convient. Parce que là, j'ai compté plutôt dans mon rythme. Chacun va trouver son rythme. Surtout, longtemps expirer à la fin de l'expiration, arrêter, inspirer rapidement et expirer plus lentement. Et vous faites ça là, je pense là, quand on démarre en étant calme, on ne voit pas une énorme différence. Par contre, quand le TGV intérieur est parti, alors là, c'est vraiment, on freine complètement. Plus puissant que le premier? Pour cette situation, je dirais oui.
Parce que quand on est dans un drame intérieur, c'est plus difficile à se concentrer sur son cœur et attendre de descendre. C'est très difficile, surtout quand on est en transe de panique. C'est pour ça, là, c'est la respiration. Mm. Est-ce que vous avez ressenti des bienfaits de cette deuxième exercice de respiration accentuée? Est-ce que vous avez extra, Bruce? Ah bah, tant mieux. Hakim, en fait, c'est des petites inspirations et grandes expirations. Donc, Rainer nous parlait de 4 et de 8. 8, effectivement, c'est pas 8 secondes, c'est on compte dans sa tête. Et ça, c'est peut-être, pour les personnes qui démarrent, qui débutent, etc., c'est peut-être pas mal, effectivement, d'avoir ces nombres, 4 et 8. 4 et 8. Et ça, on fait ça pendant 5 minutes à peu près? Là, je dirais, comme c'est un outil de premier secours, quand tu as l'impression le calme, tu as retrouvé le calme, tu peux arrêter. Donc, c'est là, c'est vraiment utiliser ça. Pareil, il y a des gens qui ont des soucis avec la tension artérielle. Oui. Aussi, surtout quand on sent que ça commence la tension monte, là aussi, c'est un exercice pour calmer. Et si on trouve 8 et 4, c'est peut-être trop long, on fait 6 et 3. L'idée, c'est vraiment d'expirer beaucoup plus longtemps que d'inspirer. Est-ce qu'on s'arrête entre les inspires? Je prends quelques petites questions parce que comme ça, par rapport à l'exercice, est-ce qu'on s'arrête entre les inspires et les expires ou on fait dans le prolongement? Donc, on peut s'arrêter à la fin de l'expire, mais surtout pas à la fin de l'inspire, parce qu'à la fin de l'inspire, le parasympathique est bloqué. C'est pour ça, si on arrête, c'est à la fin de l'expire. D'accord. Ok. Et la main sur le cœur, on peut le mettre aussi dans ce deuxième exercice ou c'est pas forcément nécessaire, ça apporte pas grand-chose? Là, dans ce cas-là, je dirais, si on a aussi l'habitude de faire la respiration cardio-centrée, ça peut rajouter quelque chose. D'accord. Donc, on peut lier les deux, juste prendre ici pour je dirais, se donner plus de sécurité intérieure. C'est ça, parce que une réaction forte émotionnelle, c'est je suis pas en sécurité. C'est mon corps qui hurle, tu n'es pas en sécurité, fais quelque chose. Et souvent, on sait que c'est une surréaction ou une fausse interprétation due à des souvenirs qui sont souvent anciens. Donc, il faut que je dise à mon corps, mais non, surtout à mon système nerveux, tu es en sécurité. Et ça peut se calmer. Et respiration, nous demande Nad, avec le haut du corps, haut du buste ou avec le ventre? À la façon yogi, respiration. Toujours, hein, si on peut, si je veux faire une respiration plus profonde, dans l'expiration, je tire un petit peu mon nombril vers la colonne vertébrale et dans l'inspiration, je lâche. Or, si je suis dans une forte réaction émotionnelle, je n'ai pas le temps de penser à tout ça. Concentre-toi sur l'expiration longtemps et inspiration rapide. C'est génial parce que c'est vraiment des petits outils mais qui vont vous faciliter la vie et surtout vous donner un bien-être immédiat finalement. Pour vous remettre dans votre centre, dans votre alignement et dans votre présence réelle. Et donc recentrer sur soi et pas vers l'extérieur. Donc ça c'est quelque chose à faire effectivement si vous êtes dans un quotidien par exemple qui vous donne beaucoup de tension, c'est quelque chose que les personnes peuvent faire 5, 6, 7 fois dans leur journée parce que c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Tout à fait. Et pour reconnecter au micro-stress, la prochaine fois, vous avez une situation où vous allez vous énerver, non, là, je expire. Oui. Tu donnes un autre ordre à ton cerveau et ton système nerveux du coup. Tout à fait. Vraiment. Donc, et ça, c'est la base. Hein. Ça veut dire que dès qu'il y a un micro-stress qui vient, une petite plainte, une toute petite colère, un énervement, la machine à café qui marche pas, etc. Ou alors on renverse son café sur soi. On revient sur tout de suite la respiration. D'ailleurs, les 2 exercices. Hein. Ça peut être, c'est à vous de choisir celui qui vous fait le plus de bien possible. Tout à fait. C'est déjà chouette. Merci pour tout ce que tu nous donnes ce soir. Hein. Merci beaucoup. Je pense que on va très, très, très bien dormir ce soir parce qu'en plus, après, tu vas nous proposer un autre exercice par rapport à ça. Mais d'abord, je voudrais qu'on en vienne quand même à l'accompagnement que tu proposes. Ce soir, Rainer, c'est une pratique finalement avancée. Hein, vous l'avez compris de la cohérence cardiaque. Moi, je dirais que ton programme, c'est beaucoup plus qu'un programme. C'est un accompagnement, comme tu viens de faire ce soir, en fait. On est vraiment là avec toi et on apprend à respirer différemment. Tout à fait. Il y a ça
Et il y a en fait, il y a plein de techniques qu'on peut appliquer et qui fonctionnent. Euh, mais il y a, Je ne vois plus, mais on t'entend. Mais si tu peux remettre ta caméra, c'est bien. Sinon, écoute, on t'entend. ça c'est éteint automatiquement. Oh, je pense Bon, que c'est, on est revenu. Parfait. voilà. J'inspire. Oui, oui. Alors, il y a des techniques qu'on peut intégrer dans son quotidien. On a déjà un grand avantage. L'idée de cet accompagnement, c'est de démarrer aussi à prendre conscience où sont mes schémas de réaction émotionnelle, où sont mes sources de stress, où sont mes sources d'énergie et comment je peux au fur et à mesure intégrer les techniques dans le quotidien. C'est ça l'idée, c'est vraiment prendre les participants à la main et aller de plus en plus vers une gestion émotionnelle et je dirais plus loin encore vers une connexion de soi. On travaille beaucoup sur l'intelligence du cœur, sur comment je peux utiliser l'intuition et l'intelligence du cœur pour prendre les décisions dans mon quotidien, les grandes décisions mais aussi les petites décisions et comment je peux encore une fois, mieux me connecter avec, en fait, qui est le cœur de moi-même. C'est non, on parle du cœur de quelque chose. C'est le cœur de. Et si moi je montre sur moi, si quelqu'un, si je dis moi, personne dit moi, c'est toujours moi, parce que ça, c'est mon centre. Voilà. Et donc là, et ça se fait pas en une fois. Il faut du temps. Et c'est pourquoi on a fait un programme sur 6 semaines. Accompagnement de 6 semaines. Il y a des exercices, bien sûr. Tu accompagnes toutes les personnes à travers des exercices, comme on l'a fait ce soir. On vous a donné deux illustrations. On va vous en donner une troisième. Il y a des fiches aussi de travail avec des réflexions. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de plus cartésien. C'est-à-dire qu'il y a l'expérimentation et il y a aussi, bien sûr, des fiches de travail par rapport à ça. Et peut-être pour rajouter, Oui. il y a des exercices d'approfondissement parce que il y a l'enseignement, on apprend les techniques, mais la transformation, l'idée c'est vraiment une transformation vers un autre vécu émotionnel se passe entre les modules par l'application. Et là, c'est important de savoir clairement qu'est-ce que je fais, quand est-ce que je fais. Et ça, on travaille aussi ensemble dans cet accompagnement. Pour les personnes qui n'ont jamais pris soin, j'ai envie de dire, de leur respiration, de leur manière de respirer, est-ce que tu nous expliques, tu reprends toutes les bases de la respiration, de la cohérence cardiaque et bien sûr de ton programme? Tout à fait. Donc, on reprend vraiment on démarre par zéro. Je donne des explications scientifiques. Il y a une énorme base scientifique derrière. Et pour comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Et c'est ça ce qui m'a fasciné dès le départ, aussi dans le livre de David Servan-Schreiber. Il a dit, tout s'explique par la science. Donc, ça marche, oui. Ça s'explique aussi pourquoi ça marche. Ouais. Les bienfaits pour toi, tu le pratiques depuis des années, des années, des années. C'est vraiment dans ton quotidien. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a eu une petite coupure. Paf, il a eu sa respiration. Donc, il y a vraiment une intégration. Maintenant, ça fait partie de ton automatisme, de tes réflexes. Quels sont les bienfaits de cette technique-là quand on la pratique? Et j'ai envie de dire, évidemment, régulièrement. Alors, pour moi, ce qui était le plus grand cadeau, c'est de pouvoir sortir de mon schéma d'angoisse. Tout m'angoissait. Je me suis réveillé le matin avec l'idée qu'une épée de Damoclès est au-dessus de ma tête. Et tout le matin, je me suis demandé quel drame peut m'arriver aujourd'hui. Et c'est ça, j'ai passé ma journée. Et avec HeartMath, j'ai vraiment pu changer ça. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme. Et si je suis dans une situation d'inquiétude, parce que je ne veux pas dire que je n'ai plus d'angoisse, hein, on reste heureusement des êtres humains, mais aujourd'hui, je sais comment m'en sortir. C'est ça, je peux faire quelque chose dans le moment. Et pour moi, je dors beaucoup mieux, j'ai plus d'énergie, c'est vraiment, mais le plus grand cadeau pour moi, c'est je ne suis plus ce trouillard que j'étais avant. T'imagines pas trouillard, c'est drôle ça. Mais 92, hein, et trouillard, ça va. Et vraiment, comment dire, longtemps mon enfance, ma jeunesse, j'ai évité la vie par anxiété. Et aujourd'hui, je n'évite beaucoup moins la vie. Il y a encore des petits, parce que quand on a fait quelque chose pendant 40 ans, ça va loin. Et donc, mais c'est un processus et il dure encore. Mais
je peux vraiment dire aujourd'hui, je ne suis plus le trouillard que j'étais avant. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Cette formation, on la propose ce soir avec un tarif spécial webinaire, comme à chaque fois, vous savez, moins 40%. Cette formation coûte 247 € et on vous la fait ce soir à 148 €, avec donc ce tarif spécial parce que vous êtes là avec nous, fidèles avec nous. Et vous avez la possibilité, comme à chaque fois, de payer en plusieurs fois, en 2 fois cette fois-ci. Et cette offre est valable jusqu'à lundi prochain, minuit, comme à chaque fois, comme Cendrillon, à minuit, c'est terminé. Si vous avez des questions sur la formation, n'hésitez pas, mettez dans le chat et on prendra les questions par rapport à ça, justement. Oui, je te propose qu'on passe aux questions-réponses. Hein. Je vais aller voir un petit peu les questions que vous avez posées. Alors, j'y vais. La différence, nous demande Thérèse, avec la sophrologie et le yoga. Alors, je suis ni spécialiste de sophrologie, ni spécialiste de yoga. Ce qui, pour moi, est en fait le cœur, on revient, c'est la connexion au cœur. Et il y a dans d'autres méthodes les techniques de respiration. Nous, c'est respiration plus focus. À part cette technique de premier secours, c'est beaucoup cette connexion au cœur. Et pour moi, c'est ça. Et à pouvoir appliquer dans le quotidien. Parce que si je suis stressé ou si il y a un conflit, il y a un argument, ou si je suis dans une réunion et quelqu'un dit quelque chose et je sens en moi soit la colère, soit l'angoisse, là, je peux faire la respiration cardio-centrée, les yeux ouverts, je peux me réguler dans le moment. Et c'est pour moi, c'est ça, en tout cas, un des atouts de cette méthode. Ouais, ça c'est la base, mais il y a une question, et je vais aller un petit peu plus loin par rapport à la question de Raymond, c'est que est-ce que cette technique de respiration que tu nous donnes, notamment les 2 techniques que tu viens de nous donner, elle est valable aussi pour accentuer sa performance? C'est-à-dire, Raymond nous pose la question, pour les sportifs de haut niveau golf, par exemple golf ou autre chose, peu importe, comment ça se passe pour eux au niveau du tournoi, donc un moment bien spécifique, mais où il faut aller performer. Tout à fait. Donc, c'est l'état de cohérence est un état qui permet à notre système nerveux autonome, donc qui gère tout ce qui se passe dans notre corps, de gérer ça d'une façon optimale. Il y a une étude, par exemple, qui est faite avec des gens qui jouent au basketball et ils ont fait ces exercices pendant 10 jours, 20 minutes par jour. Et au bout de 10 jours, ils ont doublé les réussites dans le basket. Et au bout de 30 jours, ils ont triplé. Donc, c'est une étude qui était publiée en Malaisie. Donc, on sait aujourd'hui que ça améliore les performances parce que on entre dans une balance intérieure. Ceux qui jouent au golf, qui savent, moi, je faisais tir à l'arc, par exemple. Quand je faisais le tir à l'arc, et je voulais absolument que la flèche aille où je voulais, et j'ai essayé de le faire, je réussissais pas. Quand j'ai abandonné ça et j'ai fait confiance en mon corps, alors là, ça a fonctionné. Et donc, l'état de cohérence, d'entrer dans cet état de cohérence, enlève toute pression de performance. Comment faire pour quelqu'un qui est en hyper-vigilance sur contrôle, en fait, en continu, et cela depuis l'enfance jusqu'à maintenant? Quel conseil tu pourrais donner à cette personne? Donc, hypervigilance, en fait, c'est le système nerveux qui est en hypervigilance. Donc, il faut calmer le système nerveux. Et pour calmer le système nerveux, il faut justement régulièrement entrer dans un premier état, dans une première étape, dans cet état de calme intérieur. Après, on rajoute, et ça fait partie aussi de l'accompagnement, des émotions qui remplacent cette émotion hypervigilance. Donc, soit ça peut être une confiance, par exemple, ça peut être une sérénité. Et donc, ça, on change le schéma. Réaction. Peut-on encore pratiquer la cohérence cardiaque quand on est en burn-out? Et ça, c'est une question de Valérie. Absolument. Parce que dans le burn-out, il y a tout le système nerveux qui est fatigué. Donc, le système nerveux autonome qui est fatigué. Donc, il faut retrouver donc une force intérieure et la respiration cardio-centrée, la cohérence cardiaque est un aspect. Il faut aussi regarder du côté des hormones. Le cortisol, souvent les surrénales sont fatiguées aussi, donc c'est plus large.
mais ça accompagne la thérapie et ce qui est plus important encore pour moi, c'est pour éviter de retomber encore une fois dans ce burn-out. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avant pour entrer dans un état de burn-out? Donc là, il faut changer son attitude. Et là, c'est très important. Petite rectification, j'ai dit jusqu'à lundi soir, c'est jusqu'à dimanche soir l'offre. Merci Karina pour cette précision. Moins 40% jusqu'à dimanche minuit. Et ça reste minuit. Est-ce que cette formation concerne les pros du bien-être? En fait, est-ce que c'est plus pour les personnes qui sont en recherche de bien-être ou alors ça s'adresse finalement à tout le monde? Pour moi, ça s'adresse à tout le monde parce que mieux gérer son vécu émotionnel, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Soyons honnêtes, mais on l'apprend pas. Donc, c'est pour ça, on a des niveaux différents de stress, mais par exemple, il y a un grand projet à la police néerlandaise qui ont appris la méthode Hartmut. Là, c'est non seulement pour mieux gérer leur stress parce qu'ils ont du stress, mais c'est aussi pour se préparer intérieurement pour mieux faire leur travail. Donc, c'est vraiment, en fait, pour moi, l'idée, c'est être capable à choisir son état intérieur selon le besoin. Si le soir, je veux me calmer pour me détendre, je peux aller dans un état de détente. Mais si pendant la journée, j'ai besoin d'être vraiment focalisé et de me concentrer, de prendre des décisions, c'est un autre état. Et donc, choisir, donc c'est ça, pour moi, c'est vraiment apprendre la flexibilité émotionnelle. Oui, mais et on peut le faire selon les 2 exercices que tu nous as donnés ce soir. Le 3e arrive. Vous êtes impatient. Le 3e arrive dans quelques instants. Très bonne question de Sylvia qui nous dit, est-ce que cette concentration sur le cœur, donc je vous rappelle la première respiration qu'on a faite, où on pose la main sur le cœur, développe l'empathie et la compassion? On rajoute ça après. Oui, en fait, c'est... Juste pour pouvoir le dire, pour pouvoir être empathique et compassion, il faut sortir du stress parce que le stress est une réaction assez égocentrée en quelque sorte parce que je veux survivre, je m'occupe d'abord de moi, ce qui est complètement normal. Et pour pouvoir m'ouvrir aux autres, il faut pouvoir sortir du stress. Et donc, c'est pourquoi cette connexion est importante. Et c'est la première étape pour aller plus loin après. Un exercice pour retrouver de l'énergie, tu en donnes bien sûr dans ta formation. Tout à fait. Nous demande Jean-Marc. Ok. Il y a Agnès qui nous dit, je recommande cette formation, je l'ai faite pendant le confinement et ma pratique se raffine de mois en mois. Rainer est incroyable de clarté et de cohérence. Merci beaucoup. Avant qu'on termine, pour envoyer toutes les personnes faire un super dodo ce soir, avec le dernier exercice, je voudrais juste qu'on revienne à la phrase de ta grand-mère. Je n'ai pas oublié. Il y a eu quelques petites réflexions de personnes. Alors, attends, je vais essayer de les retrouver, mais peut-être que tu y as pensé, toi. Qu'est-ce qu'elle aurait pu te dire à la place de ce qu'elle te disait pour que justement le monde ne soit pas hostile et que tu n'aies pas toute cette anxiété finalement? Je pense que si elle aurait rajouté et fait confiance en tes capacités pour t'en sortir s'il y a un problème. Donc, rajouter ça parce que c'était pas faux ce qu'elle a dit, mais elle m'a laissé seule avec le monde et un lieu sans sécurité. Elle m'aurait dû donner confiance en mes capacités à gérer ce qui se passe. C'est ça ce que j'aurais aimé. Et c'est ça que tu as envie de lui dire ce soir, en tout cas. Tu regarderas dans le chat, Rainer, parce qu'il y a plein de petits commentaires sur ce sujet-là. Les personnes se sont vraiment données à cœur joie là-dessus, donc c'est plutôt joli. Et ils t'ont donné quelques petites précisions par rapport à ça. Fais-toi confiance aussi, voilà, c'est assez joli. Un dernier exercice avant de se quitter, technique de paix intérieure. C'est un état plus méditatif. Et donc, écoute, je te laisse la main par rapport à ça. Merci. Et c'est non seulement un état de paix intérieure pour moi-même, c'est aussi un état qu'on peut envoyer vers l'extérieur. Notre cœur produit un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique, on peut le mesurer avec des systèmes qu'on appelle magnétomètres qui mesurent ce champ. Voilà, on a une belle image, un dessin. Et ce champ électromagnétique, même si on peut le mesurer pas plus loin qu'1 mètre autour de moi, ça ne veut pas dire qu'il s'arrête. Donc, tout ce qu'on crée à l'intérieur, on l'envoie dans l'environnement. Et on peut l'envoyer déjà à notre prochain qui est à côté de nous, mais
on peut l'envoyer beaucoup plus loin. Donc, je vous invite maintenant, je vous explique d'abord ce qu'on va faire et puis on va le faire ensemble. On va, par la respiration cardio-centrée, aller dans un état de calme. Ensuite, on active un sentiment, comme on le peut maintenant, un sentiment de paix et de compassion. Ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, je vous invite à envoyer ce paix intérieur, cette paix et cette compassion là où vous avez aujourd'hui l'impression c'est nécessaire. Donc, en l'expiration, vous l'envoyez là où vous voulez l'envoyer et en inspiration, vous inspirez cette paix et cette compassion pour vous-même. Parce qu'il est important, nous et les autres, pas que les autres. Tu vas nous guider là-dessus, hein? Voilà, je vais vous guider là-dessus. Ouais. Eh ben, écoutez, si vous voulez le faire avec nous, et puis Voilà. Et là, ça peut aider à fermer les yeux pour bien se concentrer et trouver vraiment une posture qui vous est confortable. Et prenez le temps, encore une fois, d'aller avec votre attention dans la région du cœur. Et peut-être c'est le moment vraiment de bien se connecter avec cette région en mettant la main dessus. Si vous voulez, vous pouvez ralentir un petit peu l'expiration sans vous forcer. Et imaginez que vous inspirez et expirez par cette région. Et faites ça pendant quelques respirations. Et puis activez un sentiment de paix intérieure et de compassion. Et vous pouvez aussi demander à votre intelligence du cœur à vous aider. Et avec chaque expiration, vous envoyez cette paix intérieure et cette compassion là où pour vous c'est très utile et c'est demandé, c'est nécessaire aujourd'hui. Et avec l'inspiration, vous inspirez cette paix, cette compassion pour vous-même. Donc avec l'expiration, vous partagez la paix, vous partagez la compassion, vous l'envoyez. Et avec l'inspiration, vous inspirez la paix et la compassion pour vous-même. Et restez bien connecté avec cette région du cœur ou carrément avec votre cœur. Et continuez à envoyer la paix et la compassion avec l'expiration et à inspirer la paix et la compassion pour vous-même. Et on fait ça encore pendant 2 minutes. En expirant, on envoie la paix et la compassion. Et en inspirant, on inspire la paix et la compassion pour soi-même.
Et terminez doucement cet exercice. Et merci beaucoup pour toute cette paix et compassion partagée. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Ça fait du bien. C'est vraiment, vraiment un très bel exercice. Et en fait, tout ce ralentissement se fait aussi dans cette durée-là, à la différence des 2 premiers exercices qu'on a fait. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat vos commentaires sur votre ressenti par rapport à cette dernière respiration. Peut-être que vous allez déjà aller au lit, mais l'idée, c'est rester encore 30 secondes avec nous. Merci, merci, nous disent toutes les personnes. Magnifique travail d'alignement. Oui, absolument. La confiance, de la gratitude totale. Que te dire? Un immense merci. Un immense merci pour tes enseignements, pour ton partage, pour la douceur aussi avec laquelle tu nous as guidés pendant tout ce webinaire. Ça fait beaucoup de bien, surtout dans cette période où vraiment, voilà, la difficulté et la complexité du monde vient apporter bien sûr de la tension et du stress. Oui, Diana, il y aura un replay. Il y aura un replay qui vous sera bien sûr envoyé comme à chaque fois. Tu as beaucoup de remerciements, merci, gratitude. Les personnes se sentent très apaisées. Quel calme. Quel calme. Merci à tous les deux. Merci pour ces explications. Bref, merci à vous. Merci pour ta pédagogie, beaucoup de mots là-dessus. Toutes les informations, bien sûr, sur ce webinaire, sur la formation, sur ton accompagnement vont vous être envoyées par email, ça vous le savez, ainsi que le replay, bien sûr, de la soirée. Est-ce que tu souhaites terminer par un petit mot de conclusion, même si je pense que tout a été dit dans cette méditation sur la compassion et l'empathie, mais je te laisse la main pour terminer. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est à partir de notre cœur, on peut faire du bien par des petits gestes. Et c'est ça que j'invite tout le monde aujourd'hui dans les jours. Si on a l'impression qu'on ne peut rien faire, on peut faire quelque chose. Et c'est précieux. Merci beaucoup Rainer, merci de nous avoir donné cette technique et ces différentes techniques. Vous avez vu, c'est simple, mais mon Dieu, comme ça peut transformer et changer votre quotidien. Des techniques qui sont à intégrer, mais faites-le, c'est la répétition qui va faire qu'à un moment donné, vous allez effectivement changer, vous transformer et surtout apporter beaucoup de calme et de sérénité dans votre vie. Merci beaucoup, on vous souhaite à tous, Rainer et moi et toute l'équipe bien sûr de Bibouda, une immense et belle soirée, une belle nuit et on se retrouve très vite pour un prochain webinaire. Merci Rainer et à tout bientôt. Avec plaisir.